Jérémy, il y a un domaine que moi je ne connais pas du tout, toi tu le connais bien, c'est celui de la gestion des déchets, mais encore plus précisément l'idée, la philosophie du zéro déchet. C'est quoi la minute zéro déchet? Alors l'idée de la Minute Zéro Déchet, c'était qu'on parte à la rencontre de personnes, de projets qui sont porteurs de cette philosophie du zéro déchet, je dirais plus largement d'une conscience environnementale sur notre façon de consommer et de se comporter, je veux dire, sur Terre, quoi. Il y a beaucoup d'exemples dans la région et j'aurais voulu approfondir moi ça. Eh bien, écoute, c'est l'idée un petit peu de notre road trip. Moi, je t'ai concocté un petit tour dans Ok. dans l'arrondissement, on va dire, avec une série de rencontres qui nous ont particulièrement marqués. Ouais. Et à commencer par ici, on est devant chez Véronique Croquet. Alors Véronique Croquet, c'est une citoyenne comme toi et moi, et il y a de ça d'original que finalement, elle a entrepris cette démarche zéro déchet, elle, il y a déjà 25 ans. Ah oui. Et on a tendance à croire que c'est plutôt une mouvance, quelque chose qui est à la mode et qui est finalement une tendance, et non, elle est la preuve du contraire. Donc, Ça m'intrigue vraiment ça. ah bah écoute, on va la voir tout de suite. Bonjour Véronique. Bonjour, Bonjour. entrez, entrez, bienvenue. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Très heureux de faire votre connaissance. On peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Merci. Voilà, bah ouais, merci. J'expliquais juste devant la porte à Urba, je disais, Véronique, finalement, quand j'ai rencontré, je me suis dit, c'est vraiment la femme zéro déchet avant l'heure, quoi. Et là, je vois que tu nous as préparé la petite panoplie zéro déchet un peu classique. C'est ça le zéro déchet? C'est le début du zéro déchet, et puis après, fatalement, c'est plutôt une philosophie de vie, et ça se fait de façon très progressive. J'ai commencé il y a 25 ans, et puis progressivement, on change sa manière de consommer et sa manière de se déplacer. Manière de consommer, donc finalement, c'est pas qu'une question d'emballage, c'est aussi une question de réflexion. Au départ, j'ai voulu diminuer mes poubelles, et puis c'est vrai que très rapidement, on passe au bio, local, moins de viande, se déplacer différemment, pollution numérique, les voyages, Est-ce qu'on peut appeler ça l'art du dépouillement? la sobriété heureuse. Ouais, c'est pas mal non plus ça. C'est pas Ah mal, oui, ça me c'est vient pas pas de moi. mal. Punchline, Toi, tu as commencé cette démarche-là tôt. Je veux dire, tu étais un petit peu avant-gardiste. Aujourd'hui, c'est une tendance, entre guillemets. À l'époque, pas forcément. Donc, comment c'était perçu par ton entourage, par les gens autour de Un toi? peu comme une extraterrestre, voire une empêcheuse de tourner en rond. Que ce soit au niveau des amis, au niveau des enfants, au niveau de mon mari même, c'était pas toujours facile, c'est un peu ça qui est le plus difficile. Le zéro déchet, c'est aussi, je pense, une organisation de vie qui est un petit peu différente, au niveau des achats notamment, principalement. Et donc, chez toi, comment ça se passe? C'est vraiment une question d'habitude. Au début, on refuse simplement les sachets dans les magasins, et puis après, il faut anticiper, il faut avoir fait sa liste de courses et avoir prévu tous ces contenants en allant au magasin pour ne pas se retrouver dépourvu. Il faut cuisiner un peu plus, il faut faire sa mayonnaise, sa compote, ses confitures, son pain. Non, c'est l'idéal. Il ne faut certainement pas donner des injonctions aux gens. Chacun fait ce qu'il peut. Ça, c'est important, hein, parce que si ça devient un militantisme avec des injonctions, de la culpabilité, ça C'est va pas contre-productif. fonctionner. Ben oui, Tout à fait. il faut convaincre. Hein. Oui. Il y a une chose qui m'étonne quand je suis venu, on est arrivé, je ne vois pas de potager chez vous. Parce qu'on a déménagé il y a 4 mois. Ok, Et il va arriver. que le jardin était Il est complètement prévu là. retourné. Mais de l'autre côté, j'avais un très grand potager, un Ok. lagunage pour épurer les eaux, Voilà. des poules. Donc, minute, ça va venir. Oui, oui, d'accord. Non, parce que ça me Oui. frappait vraiment. Et dans cette nouvelle maison, si vous avez déjà un frigo? Oui, Moi, je pense que le frigo, c'est un peu, des fois, le point de départ idéal pour commencer à discuter zéro déchet. il y a des gens qui vivent sans frigo. Hein. Il y a des gens qui vivent sans frigo, mais il y a aussi des Pour gens la chez qui on consommation. va, on ouvre le frigo, on se dit, ah, il y a des décalages, quoi. J'imagine que tu as dû rencontrer ça quelques fois. Clairement, quand je vais chez des amis pour un souper et puis que j'aide à débarrasser et que j'ouvre le frigo, ouf, je suis chaque fois choquée. J'essaie de ne pas trop dire parce que c'est pas sympa. Vous connaissez ce vieux proverbe chinois, montre-moi ton frigo, je te dirai comment tu vis. Vous montrez Ça le vôtre? existe, ça? Je sais pas. Allez, on y va. On va le voir le vôtre? On va le oui. voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Urba, proverbe chinois. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah oui, Véronique, voici donc l'audit zéro déchet de ton frigo. Alors, tout premier constat, point de vue convivialité. Il y a du vin blanc, il y a de la Vadieu, Tout à fait. impeccable. Bien vu, bien vu. Moi, ce que je vois aussi, c'est que ça ressemble fort à mon frigo. Et ça ressemble fort, en fait, à tous les frigos des personnes un peu dans cette démarche zéro déchet que je connais. Et j'ai envie de dire, beaucoup de vrac, beaucoup de bocaux, etc. Et aussi, parfois, tu m'arrêtes si je me trompe, mais quelques incohérences, il y a des choses qui sont un peu impossibles, non? Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a de temps en temps des achats qu'on est obligé de faire autrement, notamment au niveau de la conservation. Par exemple, la crème fraîche,
Si je l'achète, la crème fraîche locale, elle se garde 3-4 jours. Donc, pour parer à l'improviste, il faut avoir un peu de crème fraîche pasteurisée. Quand tu allais chez les commerçants il y a quelques années, ça se passait comment en fait? Bon, c'était parfois rigolo, il y avait parfois un petit peu des gags. Je me rappelle que quand j'allais au début, quand j'ai commencé le zéro déchet, je ne pouvais plus aller dans des grandes surfaces, ça Oui. ne fonctionnait pas à l'époque. Oui. Donc j'étais par exemple chez un légumier, et quand je demandais des pâtes sachets, je les répétais à chaque achat. Je prenais une pomme, 2 oranges, il me prenait chaque fois, c'était un geste automatique chez lui. Et quand je quittais le commerce, il me racontait après que les clients suivants lui avaient posé la question, mais qu'est-ce qu'elle fait cette dame-là? Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas de sachet? C'est ça. C'est un peu la tendance inverse aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, on nous dit prenez en vrac, prenez vos sachets réutilisables, etc. Donc il y a quand même une nette évolution. C'est plus facile d'être zéro déchet aujourd'hui que de l'être. Nettement. Il y a les commerces qui s'y prêtent, les gens sont habitués. Je pense que la démarche était plus difficile, plus extraterrestre il y a 25 ans que maintenant, ça c'est sûr. Alors pour revenir au frigo, est-ce que l'étape ultime, ce serait finalement la disparition pure et simple du frigo? Il y en a qui y arrivent, moi je n'y suis pas encore. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en attendant cette étape ultime, nous on va continuer notre petit tour. Ça marche, oui. Merci. Et je pense que le frigo, pour la consommation d'énergie, il vaut mieux le fermer. Ok. Eh ben dis donc, ça monte et ça descend, ça se mérite. Hein. Ça se mérite. On est où ici en fait? Alors on est à Aubel, chez Carotte et Faceli. Alors c'est chez Caro et Charlotte. Ouais. Ce sont 2 filles, 2 maraîchères de ma génération qui ont décidé de se lancer il y a 5 ans. Voilà. Ouais. Alors quel est le rapport en fait entre leur boulot de maraîchage et la philosophie du zéro déchet? J'essaie de faire un lien immédiat, je ne le trouve pas en fait. Et alors, écoute, tu vas t'en rappeler, on revient ici de chez Véronique Ouais. et on a pu voir, notamment en analysant son frigo de près, que l'alimentation avait un énorme impact sur notre durabilité, sur la durabilité de notre consommation. C'est ça? Et donc, le lien avec le circuit court, avec une alimentation locale, etc., se fait de manière assez évidente. Et j'avais envie qu'on aille en parler avec elle. Oh, on va voir ça alors. Hein. Écoute, go. Salut Chat, salut Caro. Salut. Bonjour. Vous allez Bonjour. bien? Ça va bien, merci. Charlotte, Caro, Urbain, très heureux. Enchantée. Ben, on va pas se mentir, on vous attendait. On va parler circuit court. Yes. Nous, on s'est dit que c'était plus sympa de le faire les mains dans la terre. Jérémy, si tu veux venir avec moi, on va lui planter des salades. Ça me va. Allez, c'est parti. Urbain, on va aller trier des tomates. Du tri, parfait pour moi. Super. Viens avec moi. Alors, voilà l'endroit où on prépare les commandes. Oui. Donc, ce que je vais te proposer de faire, c'est de faire des paquets de tomates cerises de 250 grammes. Ok, j'ai Donc, la on a une balance. balance ici, des sachets déjà utilisés, mais à réutiliser. Ok. Et donc, voilà, tu mets des tomates dedans jusqu'à atteindre 250 grammes. Et alors, les jaunes avec les jaunes, les rouges, non? Un mélange Ah, mais- multicolore ouais, pour c'est mettre un peu plus de beau, couleur dans la vie des Ça gens. marche. On Ça va va voir si j'ai le sens du poids. Et c'est un beau cadre de travail ici en tout cas. Oui, hein. C'est quoi plus ou moins la superficie du terrain? On cultive à peu près 40 arts, nous. 40 arts, c'est grand? C'est pas grand? C'est pas grand, non, c'est vraiment une petite surface. Ok, Ouais. ok. Bon alors dis-moi, moi je t'écoute. Enfin, j'ai déjà Écoute, planté je des vais- salades dans mon jardin, mais vas-y. Je vais poser des mottes. Toi, t'as Ouais. plus qu'à les mettre dans la terre, si ça te va. Ok, ça marche. Ok. Je suis. C'est quoi leur portrait robot, vos clients? C'est qui en fait? Donc ici à Aubel, c'est surtout des familles. Oui, je suis un peu haut. 440 bien grammes, généreux. oui, bah oui. Donc oui, des familles voilà, qui ont envie d'un peu changer leur manière de consommer, d'encourager les producteurs locaux. Et alors on a aussi un public à Liège, où là on fournit aussi des commandes comme ici. Et là c'est aussi soit des familles, soit des gens un peu plus militants. On a l'image un peu, enfin cette idée du circuit court comme une définition un peu du style. Moi je le verrais comme produire localement et limiter les intermédiaires. Oui, c'est À ça. force, c'est un peu ce que j'entends qui revient à chaque fois. Et toi, ta vision du circuit court, c'est quoi ce que tu vis au quotidien?
Pour nous, le circuit court, c'est vraiment développer un lien direct avec notre consommateur, avec les mangeurs. Donc, on vend directement sur le champ, directement au marché, directement à nos restaurateurs. Et ce lien avec vos mangeurs, justement, il va plus loin? Il y a une prise de conscience en même temps? Ou c'est simplement le fait qu'il y ait une proximité? C'est des gens du village? Ça se passe comment? Oui, donc en effet, il y a un gros travail de sensibilisation qu'on essaye de faire, qui nous prend beaucoup de temps, mais qu'on adore. C'est ce partage avec les mangeurs, leur expliquer notre rythme de vie, notre réalité du travail, pour qu'il y ait un lien de confiance qui se crée et qui nous soutienne vraiment, en fait. Ils ont envie et d'encourager plutôt les producteurs et productrices locales et aussi de se nourrir de manière plus saine. Donc ils savent bien que les qualités des aliments qu'ils vont trouver ici ne sont pas les mêmes que dans les supermarchés. Oui, c'est ça. Puis ce qui est cultivé ici n'est pas transporté par avion, par ceci, par Exactement, cela. ouais. Et donc ça aussi, c'est zéro déchet. Et il n'y a pas aussi une question, tu penses, de logistique, de question d'habitude, de prendre le pli de sortir Si, clairement. c'est basique, mais des grandes surfaces pour se tourner vers des projets comme les vôtres? Si, clairement. Maintenant, on voit bien en rencontrant les gens qu'ils sont hyper enthousiastes. Ça fait du bien à tout le monde, en fait, de revenir à ce genre de rencontres et de systèmes. Clairement. Et par rapport à l'aliment lui-même, le goût, vous avez des échanges aussi là-dessus. On n'a pas, dans un supermarché, à nouveau, on n'a pas un échange sur la nourriture. On ne va pas dire en sortant à la caissière ah, c'est vraiment délicieux, vos tomates la semaine dernière. Non, donc vous vivez, il y a un vrai échange autour de la nourriture. Ah hein. oui, tout le temps. On n'arrête pas de parler de recettes, de voir comment utiliser le légume à 100% aussi. C'est super chouette. Les légumes de saison. Les légumes de saison, tout de le chez temps. nous. Ouais. C'est un métier quand même, il faut le rappeler, difficile. C'est quoi le plus dur dans ce métier? C'est vrai que la météo a une partie pas Je facile. dis ah bon, là, je t'interromps. Oh, bien joué. Allez, une tomate de plus, ouais, le métier. En fait. Oui, il vaut toujours mieux mettre une petite en plus au cas où. Je t'interromps, vas-y. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est vrai que la météo est une partie pas facile, mais ça nous apprend un peu l'humilité parce que, au fait, c'est vraiment un métier où on dépend de la météo, que ce soit de la chaleur ou de trop de pluie. Mais voilà, les plantes ne vont pas donner la même chose. Donc, c'est vrai que cette année, ça, c'était pas facile avec toute la pluie qu'on a eue. Quelque chose d'autre qui est quand même fort difficile aussi, je trouve, c'est qu'on a quand même un rôle fort de devoir expliquer aux gens ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Il n'y a pas encore beaucoup de conscience, enfin, ça commence à arriver, mais on doit prendre beaucoup de temps aussi pour expliquer aux gens ce que c'est justement le zéro déchet, le commerce local, ce que ça implique dans notre travail ici au champ de faire ça et que ça demande du coup beaucoup plus d'énergie aussi dans le travail quotidien. Alors, je pense que j'ai une partie de réponse à cette question, mais être maraîcher en 2021, c'est ça? Non, c'est pas simple. Pourquoi? C'est pas simple, c'est énormément de boulot et on a du mal à se rémunérer correctement, clairement. Maintenant, on a de plus en plus de soutien. Les gens à gauche, à droite sont de plus en plus souvent présents pour nous, donc moi j'y crois. Mais c'est pas simple. Tu dis c'est dur d'être rentable, c'est dur d'en vivre. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas encore prêt à dépenser la juste somme pour l'alimentation, je pense. Dans la gestion de l'entreprise en elle-même, c'est quoi la politique en matière d'économie au niveau des déchets? Donc l'idée, c'est de vraiment ne pas créer de déchets supplémentaires. Donc par exemple, dans l'utilisation aussi... mais voilà, parfois on doit faire des purins ou quoi pour un peu aider les légumes. Quand il y a, par exemple ici il y a eu beaucoup de pluie, ben voilà, pour les tomates on a fait du purée de consoude pour un peu les renforcer et les aider à mieux se développer. Et ça on va pas aller acheter à l'extérieur, on va les faire nous-mêmes, on va faire tremper dans l'eau. Voilà, on est labellisé bio, mais on ne va pas prendre de pesticides. Parce qu'il y en a qui sont autorisés en bio. D'accord. Mais ici, on va vraiment essayer de faire juste avec ce qu'on a sur le champ et de vraiment ne rien amener de l'extérieur qui produirait du déchet, quoi. D'accord. Et les emballages, vous les récupérez? Les emballages, on essaye de les récupérer. On demande aux mangeurs ou mangeuses de les ramener. Et donc voilà. D'ailleurs, ça, c'est des emballages de pain. En fait, on a un fonctionnement ici avec nos mangeurs qui fait qu'on ne récolte que ce qui est commandé. Donc, chaque semaine, ils nous commandent ce qu'ils veulent, on récolte, on n'a jamais de surplus. Pareil pour les restaurants. On a une super chouette collaboration depuis 5 ans maintenant avec un restaurant à Liège, Les Voisines. Et le concept, c'est qu'elle crée ses menus chaque semaine en fonction de nos surplus, de nos gros pics de production. Et elle sait aussi sublimer nos légumes abîmés. Par exemple ici, cela m'intrigue. Là, on dirait la tomate, le vengeur masqué. Hein, en fait. Mais c'est vrai que c'est important d'en parler, parce que voilà, des légumes qui, dans la distribution classique, n'auraient aucune chance, en fait. Oui, tout à fait.
c'est ça. Ceux-là, ils sont déclassés directement. Et nous, comme on connaît les mangeurs, les mangeuses, ils s'engagent aussi à prendre des légumes qui n'ont pas la même tête que les légumes de supermarché et qui ont tout à fait le même goût par ailleurs, enfin le même goût que nos autres légumes qui n'ont pas. Oui, ça, c'est aussi zéro déchet. Cette forme-là, exactement. Et alors aussi dans le zéro déchet, ben voilà. Ici, on peut voir que les navets n'ont pas du tout non plus la tête des navets de supermarché. Mais voilà, si les gens n'ont pas envie de les consommer comme ça, ils peuvent aussi, par exemple, les conserver. Par exemple, la lactofermentation, qui est vraiment un super moyen de conservation. Donc, c'est un moyen de conservation au fait qu'il n'utilise pas d'énergie fossile, contrairement à la stérilisation et tout ça, où il faut chauffer. Donc là, c'est juste de l'eau, du sel et des légumes. Comme le principe de la choucroute, au fait. Okay. Et alors, on peut faire ça avec tous les légumes que j'ai ici. Et c'est un des seuls moyens de conservation aussi qui permet d'augmenter la qualité nutritive des aliments. Oui. Okay. Et donc, c'est super bon pour la flore intestinale. C'est super facile à faire. On met 30 grammes de sel par litre d'eau. On met les légumes dans un bocal. On n'y touche plus. Et puis après, ça sublime les légumes. Alors, choisir de devenir maraîcher, pour les personnes de notre génération, c'est quelque chose qu'on entend un peu plus souvent qu'avant, j'ai l'impression. Par contre, ça reste quand même un choix, c'est pas le choix le plus répandu, quoi. Donc toi, c'est venu comment ton déclic et c'est quoi le sens que tu donnes à ce choix? Mon déclic, simplement, j'avais besoin d'un métier qui était vraiment plus porteur de sens pour moi, de sentir que je faisais partie de la transition. Et le sens que je lui donne, moi j'ai vraiment besoin de me rendre compte de quoi on est capable en fait en termes de résilience alimentaire, d'être assuré de voir ce qu'on sait créer nous-mêmes, produire, récupérer les semences nous-mêmes, ne pas dépendre de grosses structures. Voilà. Et j'arrive pas juste à la fin de l'interview, on est à 250 grammes. Bien voilà. joué. Tu m'engages? Bravo, engagé. Yes. Voilà. Hey. Et moi j'ai fait du tri. Ouais. Et de la sculpture sur tomate. Oh là là, c'était sûr que c'est toi qui as fait ça? On va dire que c'est moi. Pour la postérité, on retiendra ça. Merci en tout cas. Avec plaisir. Merci à vous. Votre projet, il est terrible, l'endroit est magnifique. Et c'est motivant. On a appris plein de choses ouais. et envie de soutenir effectivement des initiatives comme les vôtres. Le circuit court, c'est bon pour la région. Hein. C'est la base. Je pense qu'il faut rappeler à tout le monde qu'il faut à un moment donné faire le pas. Et avoir cette démarche de dire j'essaye et se rendre compte que c'est réalisable et que c'est juste une petite question de logistique un peu différente. Et voilà. En tout cas, on vous souhaite que du succès. Merci. Bienvenue quand vous voulez. Hein. Ouais. Avec vous mettez les plaisir. mains dans la terre. Avec plaisir. Bon on passe travail. là. Hein. Au On revoir. repart en vélo. À bientôt. Salut, Ciao, bonne ciao. route. Alors voilà, on est chez Ecopoon. C'est quoi en fait? Alors, Ecopoon, ce sont deux jeunes entrepreneurs, Cyril et Maxime, qui ont décidé de créer des couverts comestibles. Et ici, si tu veux, on est devant leur atelier de fabrication, qui est assez récent, qui est assez secret aussi. Donc, leur recette doit rester bien cachée. Donc, on ne va pas pouvoir aller partout, mais je te propose de les rencontrer. Chouette, je vais manger des couverts. Alors, des couverts comestibles, l'idée paraît toute simple, et comme toutes les bonnes idées, il faut quand même l'avoir. C'est né comment? Alors, Maxime et moi, on s'est rencontrés sur les bords de l'école. On a toujours voulu entreprendre ensemble un projet qui ait du sens. Et un peu au moment où on cherchait après un projet, on s'est retrouvé à un festival et on s'est rendu compte de la quantité de plastique à usage unique qui jonchait le sol. Et on s'est dit, voilà, on a trouvé ce qu'on voulait faire, on veut trouver une alternative à ça. Donc l'idée, c'était de trouver quelque chose qui offre les mêmes propriétés que le plastique, bien entendu, sans le plastique. Oui, ça ne doit pas fondre. Ça ne doit pas fondre. Exactement. Et tu parles de sens, tu dis on voulait entreprendre un projet qui avait du sens, ça peut paraître une phrase un peu toute faite, je suis sûr que ça ne l'est pas, mais alors du coup c'est quoi le sens profond d'Ecopoon? C'est vrai que le sens, il est vraiment au cœur du projet, au cœur de notre entreprise et aujourd'hui même dans le développement d'Ecopoon, on garde ce sens au cœur de l'ADN et donc par exemple dans notre philosophie, on fait vraiment notre maximum pour au jour le jour être le plus cohérent possible. Par exemple, les fournisseurs avec lesquels on travaille, la farine de blé provient des moulins du Val-Dieu qui se situent à 10 km de l'atelier. Donc on est vraiment dans cette philosophie de circuit court. Alors, il y a l'idée, il y a l'aspect sociétal.
Mais il y a aussi un autre aspect, on est dans une entreprise qui naît, qui va se développer, donc il y a un business model, il faut de la rentabilité, il faut aussi un impact social, il faut créer de l'emploi, c'est important aussi. Alors vous travaillez comment par rapport à tous ces objectifs? Alors bien entendu, oui, il y a l'impact écologique qu'il faut maximiser, mais il faut le combiner à une certaine rentabilité financière. Voilà, on ne peut pas être dans l'idéologie de faire de l'écologie sans penser également à la viabilité économique. Ça, c'est l'aspect économique. durable aussi pour l'entreprise. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a travaillé 1 an, voire 2 ans en amont pour faire toutes ces études de marché et bien vérifier et valider qu'il y avait un intérêt réel sur ce marché. Et donc, il y a un intérêt de la part de l'ORECA au sens large, donc que ce soit les glaciers, les traiteurs, les restaurateurs, toutes sortes de collectivités également, hôpitaux, écoles, entreprises. Pour l'anecdote amusante, il y a également une prison qui nous achète des cuillères pour les détenus, pour ne pas qu'ils se blessent, pour ne pas qu'ils bouchent les WC. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Mais voilà, vous avez totalement raison, il faut une viabilité économique. Et viabilité économique et se développer. Et surtout, moi j'ai envie de dire aussi, le but avec un projet aussi porteur que ça, c'est quand même de toucher un maximum de monde. C'est que ça disparaisse finalement de la planète. Ça, c'est l'objectif ultime. Est-ce que vous avez une vision plutôt territoriale ou est-ce que vous avez la volonté de répandre votre produit hors frontières, par exemple? Eh bien, nous, notre vision, c'est justement de garder cet ancrage local fort. Et donc, on a la volonté, dans les mois et les années à venir, de répliquer le modèle de façon locale. Partout où ça a du sens de le répliquer. Et donc, demain, on pourrait peut-être avoir une production locale de couverts comestibles Ecopoon dans un autre endroit du monde pour toucher justement les marchés à l'étranger et être toujours aussi proche du consommateur. Vous avez parlé de glace. Il y a un type, il y a des dizaines d'années, qui a fait fortune grâce aux glaces. C'était Ernest Beaumont-Gans. C'était en 1930. C'était un New-Yorkais, un contrebandier, qui a eu la petite idée de créer, vous savez, les petites ombrelles en papier qu'on met sur les glaces. Alors bon, c'est pas zéro déchet, on est d'accord, ça c'est pas l'objectif. Mais par contre, par rapport au succès, moi je vous souhaite vraiment le même succès que lui. C'est super gentil. Et moi, je peux dire, j'ai la cuillère en main depuis 5 minutes, elle n'a pas fondu, et je la goûtais. Et j'espère qu'elle est bonne. On est toujours stressé quand il y a les tests. Non, les touillettes, c'est parfait aussi. Ça a le goût du knick-knack, en fait. Ouais. J'aime bien cette comparaison et c'est marrant ce que Maxime dit, ça fait 50 fois que les gens font le test, est-ce que c'est solide, est-ce que c'est bon? Et à chaque fois, on est stressé, mais on sait que c'est bon et on sait que c'est solide. Moi, je trouve que le projet de Maxime et Cyril est assez formidable, mais le core business, c'est le développement durable. Alors, que font les entreprises qui ont des dizaines d'années d'existence pour entrer dans le mouvement? C'est la question que je me pose, en fait. C'est une très bonne question. Moi, j'avais eu l'occasion de rencontrer Valérie Geron, qui est une femme de la région, qui a décidé de faire cette question finalement de l'accompagnement et de la transition des entreprises déjà implantées, notamment son métier. Pour tout te dire, on la connaît, on l'a rencontrée, est-ce qu'on voudrait travailler avec elle pour Vedia? Bonne nouvelle, ça. Écoute, je te propose d'aller la voir tout de suite à la glacerie Les Canailles, ici en dessous. C'est parti. Valérie, tu m'expliquais que finalement, au quotidien, tu accompagnes les petites et les grandes entreprises à intégrer les enjeux du développement durable dans leur fonctionnement. Ça, je trouve que c'est assez théorique. Concrètement, comment ça se passe? Concrètement, ça reste assez théorique quand même aussi. Donc globalement, je vais rencontrer les comités de direction, les managers en général. Et la première chose que je fais, c'est leur expliquer c'est quoi en fait les enjeux du développement durable. Donc ça veut dire qu'ils doivent tenir compte de leurs émissions de gaz à effet de serre, qu'ils doivent regarder ce qu'ils produisent comme déchets, quelles sont les relations qu'ils ont avec leurs collaborateurs, leurs fournisseurs, leurs clients et avec le territoire sur lequel ils existent. Et puis, étant donné cela, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait pour réduire notre impact? Globalement, c'est ça que je fais. Alors, pour avoir quelques idées concrètes, ça se passe comment? Celles et ceux qui nous écoutent sont peut-être intéressés pour leur entreprise. Qu'est-ce qu'on peut changer concrètement dans les mois qui viennent
quand tu arrives dans une entreprise, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quelques exemples, en fait. La première chose vraiment qu'il faut faire, c'est commencer par mesurer. Donc en Ouais. général, on mesure, on fait ce qu'on appelle un bilan carbone. OK. Donc on va mesurer la quantité de gaz à effet de serre qui est émis par l'activité de l'entreprise. Et on va aussi analyser tout un ensemble d'autres indicateurs, comme justement quels sont les flux de déchets qu'on génère, comment est-ce qu'on peut améliorer nos relations avec nos fournisseurs pour rendre les choses de plus en plus éthiques, aller vers du bio, aller vers du biosourcé, etc. Et donc, sur base de cet inventaire-là, on sait comment est-ce qu'on peut agir. Est-ce qu'on doit faire de la récupération de chaleur? Est-ce qu'on doit mettre de l'isolation, des panneaux photovoltaïques? Et en général, beaucoup d'entreprises ont déjà fait ça. Mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour changer nos process, changer parfois la structure même de nos produits et partir sur du biosourcé, etc. quoi. Ça va jusque-là, en fait. Oui. Ça va jusque-là, bien entendu. Et pour tout ce changement dont tu parles, est-ce que vous avez la volonté, et je pense que oui, mais comment du coup, d'intégrer les collaborateurs au processus? Alors, dans ce changement-là, intégrer les collaborateurs, c'est juste complètement indispensable. C'est vraiment un process où on va changer l'entreprise de l'intérieur et c'est important d'embarquer en fait tous les collaborateurs avec soi. Et puis, de toute façon, les collaborateurs à la maison, ils sont déjà investis par rapport à l'environnement. Et eux, ils attendent que l'entreprise s'y mette enfin. Et donc, c'est super important d'aller chercher cette énergie, cette envie de collaborer pour améliorer l'entreprise de l'intérieur. C'est une fierté aussi pour eux, ça donne du sens à leur travail, quoi. Absolument. Tu parlais du territoire, peut-être la question qui fâche. En région wallonne, on est plus ou moins bien avancé par rapport à d'autres régions? Alors, je ne vais pas répondre à la question. C'est un peu plus complexe en 2 minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cadre législatif en Belgique, il n'est pas aussi riche, aussi favorisant et incitant que dans d'autres pays européens, OK. même si on a les directives européennes, etc. Donc, par rapport à la France, par exemple, on a un cadre qui est un peu moins fort. Ceci étant dit, moi, je vois qu'il y a énormément d'entreprises qui sont déjà mis en route par rapport à ça. D'abord parce que d'un point de vue économique, financièrement, c'est pas possible de ne pas tenir compte de ces enjeux-là. Et ensuite parce qu'elles ont vraiment envie, on a des entreprises qui sont plutôt familiales, avec des valeurs très très fortes, et pour elles, c'est important d'être cohérent et d'intégrer en fait une justice sociale, une justice environnementale dans la manière dont elles fonctionnent. Tu disais faire évoluer le produit, donc une émission télé éco-sourcée, c'est une émission télé où il y a des cuillères comestibles et une glace du pays de Herve, évidemment. Absolument. Et une équipe qui se déplace uniquement en vélo. Ça marche, ok, Ça va. ça va. Ça ressemble à un teckel à poil. Ça y ressemble, hein, un gros teckel. Énorme. Un gros teckel. Alors, je parque le vélo. Voilà, donc, LGH, artiste sculpteur. Ah, pourquoi est-ce qu'on fait étape ici? Explique-moi ça. Alors pourquoi? Déjà, j'avais envie de donner une petite touche artistique à tout ce périple qu'on a réalisé ensemble. Et ici, c'était le parfait endroit parce que LGH, donc un sculpteur un peu de l'improbable, on le connaît comme ça, par des sculptures en bois, en bois récupéré. C'est une première chose que les gens ne savent pas. Et la deuxième chose, c'est que derrière les sculptures, il y a aussi un artiste qui est ultra engagé. Et ça, comme je le dis, voilà, les gens ne le savent pas et j'avais envie de te présenter son univers, qu'on découvre ce bazar de l'incroyable ici. Et... C'est la caverne d'Ali Baba. Attends, t'as rien vu? Ah, c'est impressionnant ici. Ouais, c'est... Ah, voilà le maître des lieux. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Ça, Christophe? Ouais, Ça va bien? On peut se tutoyer? Bien sûr. Ouais. Alors moi, je suis vraiment surprise que j'ai vraiment l'impression d'arriver dans un cabinet de curiosité, mais avec des œuvres toutes réalisées finalement à base de matériel de récupération. C'est ça en fait l'idée? Ouais, l'idée c'est d'aller sur les poubelles et trouver des objets qui me parlent et pouvoir Et les faire vivre. Voilà, les faire vivre, associer des éléments ensemble. C'est vraiment incroyable parce que c'est aussi un musée d'une certaine manière, un atelier d'artistes. Tu nous fais une petite visite? Allez, venez, suivez-moi, c'est parti. Avec plaisir. Viens. Hop, hop, hop.
Voilà, venez voir, c'est ici. C'est ici que quoi? Ben, c'est ici que j'ai refait une étape de plus dans mon atelier, quoi. C'est un petit point pour me poser. Il y a 400 mètres carrés ici. T'as cassé tous les murs et t'as tout reconstruit autour? Je n'ai cassé qu'un mur, c'est le mur qui était ici. Ouais. Tu vois, et d'où j'ai mis les portes. Des ports récupérés aussi? Ouais, ça vient de Bosco, de Bosco-Verviers. Ok. Ah ouais, d'une école. Ouais. Alors, Nice. les déchets, ils viennent d'où en fait? Tout ce que je trouve dans la rue, les containers, ici. Dans la rue de manière sauvage ou tu sais comment ça se passe dans la rue? Bah, dans C'est la les rue crasses de bord de route? Voilà, les crasses de bord de route. Ouais. Enfin, les crasses. Et maintenant, ouais, les crasses entre guillemets, puisque, ouais. Tu dois parfois trouver des choses en te disant c'est pas possible qu'on jette ça. Ah oui, il y a des choses en plus de valeur, il y a de tout, mais après la valeur, moi, ce que j'essaye d'y mettre, c'est la mienne, tu vois. C'est ma valeur à moi. Tu m'as déjà expliqué que tu trouvais des objets neufs carrément toujours Ah ouais, emballés. tu trouves des objets emballés. Mais je me rappelle, moi, j'ai fait ça depuis tout petit gamin, quoi, tu vois. Donc, ma mère, à un moment donné, elle avait, je remplissais la cave. J'ai une maladie de récupérer des objets depuis toujours. Ok. Et à l'époque, on avait les faux de grenier. Oui. Donc, ça profitait à tout le monde. Maintenant, c'est les containers, ça ne me profite plus à personne. C'est ça que je trouve aussi un peu dommage. Tu vois, tu regardes des fois, tu as un beau vélo dans le conteneur et tu as le gamin d'à côté d'où tu pas acheté le vélo, mais il aurait bien fait cadeau. Tu vois. Donc, aujourd'hui, ça divise encore de nouveau les gens. Je trouve que là, ça rassemblait les gens. Pas toujours, hein, parce que tu as des fois des engueulades sur les trottoirs. C'est à moi ça, non. Tu as vécu des situations un peu folles en allant chercher tes objets? Moi, je m'en fous en gros, mais il y a des gens qui se disputent. Hein. Puisqu'après, il y avait des gens qui vivaient autour de ça aussi. Hein. C'est comme ça que j'ai démarré, moi, au fait. Hein. Je ramassais pour aller sur la brocante, quoi. C'est ça. Tu vois, tu trouves une belle chaise, tu te dis, allez, 5 €. Toujours au jour d'aujourd'hui, mes enfants, maintenant, ils ont compris, quoi. Tu vois, quand je ramasse un truc sur la rue, ils savent que c'est pour avoir 5 € dans la poche ou 10 €, ou alors ça devient une sculpture, quoi, tu vois. Alors justement, avec l'expérience que tu as, quand tu trouves des objets dans la rue, tu sais déjà ce qu'ils vont devenir? Ou bien tu récoltes et ça, puis... c'était avant. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant, Maintenant, parce qu'ici, tout était rempli. Vous faites les 400 mètres carrés étaient remplis de... J'ai vu ça de mes yeux, on savait plus marcher en fait. Voilà, tu te cognais contre un mannequin, contre une porte. Et moi j'ai une question, est-ce que on parle des gens, de ta démarche artistique, mais est-ce que les gens qui te prennent une pièce ou qui te commandent une pièce, ils le font pour la beauté de la pièce? J'imagine que oui, mais est-ce qu'ils connaissent ta démarche engagée derrière justement par rapport au... après ça, c'est moi quand ils viennent en général, les gens qui me connaissent déjà plus ou moins ce que je fais. Et après, j'essaye aussi de les sensibiliser par rapport à ça, quoi, aux déchets. Tu as une volonté que tu as? Est-ce que tu te dis, quand la pièce va se retrouver chez les gens, elle va raconter aussi une histoire sur notre planète, sur notre façon de vivre, etc. Ou est-ce que toi, tu te dis, je crée, et puis les gens, ils en penseront ce qu'ils veulent, quoi? C'est quoi un peu ton état d'esprit par rapport à ça? Est-ce que tu as envie d'être engagé jusque quand la pièce elle se retrouve chez les gens, ou est-ce que après tu les... L'engagement, c'est de la faire, tu vois, déjà, pour moi. Après... j'avais fait une expo pour des aveugles. Et c'est là où tu te dis, c'était le plus beau pour moi et le plus émouvant que j'ai vécu, c'est que les aveugles, pas tous, mais certains aveugles, avaient redécouvert, à travers les formes des pièces que j'avais mises dans mes sculptures, ils redécouvraient le mobilier que j'avais utilisé, quoi. Ah oui. Et ça, c'était étonnant parce que moi-même, tu me fermes mes yeux, je n'arriverais pas. Capable de reconnaître. Donc ça, c'était quelque chose pour moi qui m'avait pris vraiment dans les tripes, quoi. Alors, il y a le travail d'artiste, il y a l'aspect professionnel, mais dans la vie quotidienne, est-ce que tu es zéro déchet? Ah ben non, c'est ça. Et c'est ça que maintenant, je suis un peu en trait, enfin pas un peu en trait, il y a la pièce derrière toi là, qui a été faite, voilà, avec avec des rétroviseurs de Mini. Ouais. Mais ça fait déjà quelques années que je l'ai faite. Et c'est du plastique. Et c'est là où j'ai maintenant plus envie de me recentrer sur moi, sur mes déchets à moi, ainsi que les déchets de mes enfants, quoi, parce qu'il faut les éduquer aussi. Hein. C'est une éducation à avoir. C'est très bien. Et non, c'est parce que j'allais pleurer, je me retiens. Et moi, je trouve que dans l'idée du déchet, tu vois, c'est de pouvoir... Si même on en fait, que ce soit un déchet propre,
qu'on en arrive à faire un déchet ou réutilisable ou un déchet propre. Et je pense qu'avec les moyens d'aujourd'hui, on devrait plus mettre des moyens là-dedans que dans d'autres choses, quoi. Alors moi, ce que je voudrais, c'est te voir en fait travailler. Ouais. On pourrait faire un défi, non? Carrément. Tu ouais. préfères pas me voir danser? Ah, tu danses aussi? Ah ouais. Après, tu fais tout. Une On va rester journée sur le sans travail. danser est une journée gâchée. Mais venez, on va aller à mon atelier. Venez. Regarde, j'ai ramassé ça. Tu penses que c'est quoi comme déchet, ça? Ça vient d'une voiture. Déjà, c'est un bout de plastique. Ouais. Ça vient d'une voiture. À mon avis, je pense que c'est l'anti-brouillard où il en avait peut-être pas. C'est peut-être ça qu'il a perdu son bout de Un plastique. machin comme ça. Voilà. Après, moi, je l'ai vu hier sur la rue. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis sensible maintenant au niveau du plastique parce que voilà, ça traîne partout et on s'en fout, on roule dessus en plus. Mais ça va loin, quoi. Genre, tu vois un truc comme ça. Ben, quand je l'ai vu sur le truc, tu dirais que j'ai vu un œil dedans, j'ai vu direct Ah la ouais, ok. forme. T'as eu une vision. Parce Ouais, que ça, ouais. je veux dire, à part aller le mettre dans une poubelle, ce qui est super, mais on se dirait pas qu'on peut en faire quelque chose. Toi, t'en fais quoi de ça? Mosette, t'en ferais quoi, me toi? dérange pas. Ben non, je sais bien qu'elle déroge pas. C'est juste qu'elle pue de la gueule. Et là, du coup, je suis sur les insectes, mais celui-ci maintenant, quand tu l'as tenu en main, j'ai vu aussi un peu un peu d'épaisse, tu vois. Ça pourrait devenir aussi une tête d'insecte. Mais je vois aussi Sonic, le jeu là, et je vois aussi un poisson. Tu vois, donc, dans l'idée, on pourrait insérer un œil dedans, ça ferait partie de son œil. Ça pourrait faire partie de le devant du poisson. Et derrière, pourquoi pas une palme ou un truc comme ça, encore un truc bien plastique, quoi. Comme je suis parti dans les insectes, là, j'ai pris de nouveau la castagnette et je suis reparti sur la forme de la carapace. Donc, si tu avais même celui-là par au-dessus, tu vois, C'est vrai, ça marche. ça marche bien, quoi, tu vois, ça donne directement la forme. Après, tu remets des pattes. Et puis, tu en arrives à avoir un courbator de celui-là. Mais on peut le faire, on peut se faire un petit insecte vite fait. Oh. Tu vas te faire mal. J'ai un ami à moi qui fait de la sculpture, il dit toujours ça, c'est la PlayStation des enfants. Alors là, je tape une agrafe sans me la mettre dans le doigt, tu vois, ça tient déjà. Tu peux te prendre 6 pattes, 6 perles identiques. Allez, on va regarder ça. Peut-être les petits boudins là. Celui-là? Donc, dans l'idée, tu m'as sorti des roses, c'est ça, hein? Ouais. On pourrait peut-être les mettre là au départ de gros. Et puis simplement déjà une patte. Ou on lui remet encore une petite patte en plus parce qu'il est minuscule. Hein? Ouais, il faut rester dans une proportion ou alors on exagère. Ça, c'est la sécurité que tu tiens avec le petit, avec le doigt du milieu, là. Je le replie un peu parce que là, il risque de sortir la perle. Hein? C'est pas grave. Tu vas faire mieux, il reste encore une patte à faire. Hein? T'as pas fini? Ah ben oui, 6 pattes qu'on avait dit. C'est magique, hein? On dirait vite accro, hein, en fait. Ben oui, c'est... Je parle à la graffeuse. C'est un petit pistolet, hein? Et on dirait une espèce de colibri. C'est ça. C'est pas mal, ça, ouais, non? pas mal. Ah, yes. Tu cherches quoi, Urban? La perle rose? Ça, maintenant, Ah c'est oui, ça que tu t'as voulais que je raison, mette. Hein. vas-y. Parce que j'ai bien senti que tu ne voulais pas trop d'extravagance, j'ai bien senti que les petites perles noires, c'était limite. Alors je reviens à du classique. Hein. Non, c'est parce qu'elle me coûte cher. C'est pas du tout un gars extravagant. C'est des poubelles qui coûtent cher. Ça. Ok. Moi, entre-temps, j'ai trouvé une tête, ça va faire une espèce de colibri. Ah ouais, c'est top. Ah ouais, c'est joli aussi. Et des yeux. Ouais, top. Tu vois, c'est pour ça que c'est dur dans mon métier, parce que tu formes vite des gens, et puis voilà. Voilà, 2 artistes de plus. Concurrence, quoi. Concurrence. C'est quand même pas le métier le plus désagréable du monde, non? Je sais pas, dis-nous. Mais non, mais moi, je pense que tout un chacun est sur la terre pour faire ce qu'il a à faire, quoi, tu vois. Et moi, je me suis découvert là-dedans il y a longtemps, sauf que je suis toujours parti vers ce qui n'était pas propre à moi-même. C'est-à-dire? Tu as une vie de famille, tu dois remplir le frigo, tu as toujours payer. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un métier facile en tant qu'artiste. Il faut pouvoir aussi te vendre. Et c'est toutes des combinaisons. Soit que, bon, maintenant, ici, moi, mes enfants, ils sont grands.
Et je n'ai plus besoin de... Enfin, il faut que je survienne encore à leurs besoins, quoi, mais j'ai moins de pression, quoi, tu vois. Donc, du coup, ça me permet ici de vivre, D'être encore plus libre, pleinement, quoi, ouais. voilà, pleinement ce que j'ai envie de faire, quoi. Moi, je dis c'est pas mal, ça. Urbain, comme il est pour toi, t'es content, t'es Il est satisfait? magnifique. Tu le reprends comme ça ou tu veux encore des modifications? Non, c'est parfait. Moi j'ai le temps, mais C'est parfait. Tu veux un autre modèle? C'est pas l'histoire, le colibri, c'est avec l'histoire là, qui ouais. participe. la part du colibri. C'est ça. Ouais, je ne tout à sais fait. plus l'histoire, c'est éteindre un incendie goutte par goutte, c'est ça? C'est ça, la part du colibri, c'est l'idée que chacun peut faire sa part. Ouais. Et c'est un peu l'idée, Ben, c'est ça, sur les déchets, complètement c'est la même l'idée du chose. zéro déchet. Ouais. Tu sais Voilà. quoi, on dirait presque qu'on l'a préparé, Bah, mais c'est pas le cas. on l'a préparé. Tu l'avais préparé alors, mais tu me l'as pas dit. Oui, en venant, Tu je l'as me pas suis dit. dit, Il il va avait sans caché doute le faire bout un de bois. colibri. Il va Ouais. sans doute faire un colibri. Il avait donc là, caché le cuir, il avait caché le effectivement. bois, les yeux, il avait tout caché. LGH, en tant qu'artiste, tu aurais envie de, sur cette part du colibri, tu aurais envie de dire quoi aux gens? Là, Sur cette tu as part du l'occasion de faire passer un petit message en plus de tes œuvres. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Le message, c'est toi qui viens de le faire passer, c'est toi qui viens de voir dans ce bois et ces 2 déchets de cuir qu'il y avait moyen d'en sortir quelque chose, quoi. Et voilà, Urbain, c'est le symbole de la part du colibri. Je te Eh oui. remets. c'est le symbole de l'émission, en fait. Mais ça, tu dois lui c'est donner l'insecte, là. Hein. On vient de lui C'est trouver un nom. l'échange. Et il faut partir au combat. C'est un combat quotidien. Enfin, non, ça va devenir lourd, là, on arrête. Merci. Mais derrière, Merci de avec nous avoir plaisir. initiés. C'est super. Avec plaisir. Voilà, Urbain, moi, c'est ici que j'avais envie de terminer notre petit périple, devant la Vesdre, en bord de Vesdre, pour 2 raisons. Parce qu'on vient de voir LGH à l'instant, et il a fait partie de ces personnes, de ces citoyens très engagés qui ont passé beaucoup de temps sur les rivages pour nettoyer, et je pense qu'il va continuer. Et ça, c'est une première chose. La seconde, pour faire une transition avec toutes nos discussions, c'est que je pense que cette Vesdre, elle va être pour nous un enjeu de gestion des déchets énorme dans les prochaines années. Et ça me fait penser que dans ce tour qu'on a fait, qui est forcément limité au cadre d'une émission, mais il y aurait eu beaucoup d'autres grandes thématiques à aborder, notamment la construction, l'urbanisation des villes, comment est-ce qu'on pense les villes du futur. Et aussi, j'y pensais, le textile, la mode durable, comment est-ce qu'on s'habille demain pour ne pas avoir un trop gros impact, parce que l'impact du textile est juste gigantesque. Donc voilà, ça fait partie des points. Mais en tout cas, j'ai eu super bon de cette collaboration Moi aussi. et de ce tour. Merci. Mais je voudrais te réserver une surprise, une dernière rencontre. Un visage connu de Vedia qui a encore des choses à dire et qui a des informations à nous donner sur l'idée, la philosophie du zéro déchet. Tout à fait, bon à prendre. Moi, je te suis. Il n'est pas loin, il est en bord de Vesdre un peu plus loin. On va Ok. le rejoindre? Je te suis. Alors d'abord les présentations. Arnaud, Jérémy. Chantal. Bonjour. Arnaud, très heureux de te retrouver pour la fin de notre cycle dans tout l'arrondissement. Jérémy, Arnaud, en fait, c'est le regard scientifique que Vedia veut porter sur l'actualité locale. D'accord. Arnaud pilote notamment l'émission Épistème. Et puis aujourd'hui, on va parler avec lui justement de ce qui nous concerne, zéro déchet. Arnaud, d'abord, première question. L'empreinte carbone, on en parle tout le temps, mais on ne sait pas bien ce que c'est. C'est quoi en fait? Mais c'est assez simple. L'empreinte carbone, en fait, c'est la quantité, le volume de CO2, le dioxyde de carbone, qu'une personne ou une entreprise émet par an. Par exemple, en Europe, on estime qu'un ménage émet environ 18 tonnes de CO2 par an. Et c'est un indicateur important parce qu'il n'y a, dans le monde scientifique, plus aucun doute sur le fait que l'activité humaine, et en particulier l'émission de CO2, contribue au réchauffement climatique. Et justement, tu parles de ménage dans ta réponse. Comment est-ce que le ménage moyen, le ménage lambda, tout citoyen peut agir dès demain sur son empreinte carbone? Alors, il y a pas mal de sources d'action pour diminuer son empreinte carbone. Une d'entre elles pourrait être de consulter le site bilancarbonpersonnel.org qui, suite à une série de questions, vous donne votre empreinte carbone. Je l'ai fait et je me suis rendu compte que j'émets 1 tonne de CO2 en trop par an.
Et donc le site, loin de culpabiliser les gens, donne des pistes d'action concrètes, certaines qui sont faciles, d'autres un peu plus difficiles à mettre en œuvre, pour diminuer cette empreinte. Par exemple, la première source d'émissions de CO2 dans un ménage, c'est le chauffage. La deuxième étant le transport, et puis vient la nourriture. Eh bien, sachez que quand vous consommez 1 kg de bœuf, vous émettez environ 27 kg de CO2. Si vous consommez 1 kg de poulet, c'est 4 kg de CO2. 1 kg de légumes fait environ 300 à 400 grammes de CO2 et 1 kg de pommes de terre, à peine 200 grammes de CO2. Et donc changer des petites choses dans son alimentation permet de diminuer son empreinte carbone. Alors Arnaud, on a rencontré tout à l'heure Valérie Geron qui accompagne les entreprises dans cette réflexion. C'est un gros boulot pour les sociétés à l'avenir de justement limiter leur empreinte carbone. C'est un gros boulot, oui, mais il faut se rendre compte que ce sont les sociétés qui polluent le plus. En 2019, les sociétés les plus polluantes d'Europe ont investi 124 milliards d'euros pour diminuer leur empreinte carbone. Alors c'est une très bonne nouvelle, mais on estime que pour entrer dans les objectifs de l'Union européenne de diminution du carbone entre 1990 et 2030, cet investissement devrait être doublé. L'objectif pour l'Europe, c'est que ces sociétés-là arrivent à une neutralité carbone, c'est-à-dire plus d'émissions carbone, d'ici 2050. Et le mauvais élève parmi ces sociétés, ce sont les fabricants de matériaux, qui ont contribué pour seulement 6 milliards des 124 milliards investis, alors que ce sont les plus polluants. C'est super intéressant. Et au niveau, tu parlais d'Europe, au niveau wallon, est-ce que le wallon est un gros producteur de déchets? En fait, le wallon se situe dans la moyenne européenne avec environ, pour l'année dernière, 500 kg par personne et par an de déchets produits. On est proche de la moyenne européenne qui est de 450 kg de déchets produits par an. Oh, c'est plutôt un bon bilan, ça, non? C'est pas mauvais et en plus nous sommes parmi les meilleurs trieurs en Europe. En 2010, une enquête a montré qu'avec l'Autriche et l'Allemagne, la Belgique était en tête du tri des déchets en Europe. Alors, qui dit tri dit recyclage. Et recycler, finalement, ce n'est pas une idée toute neuve. Non, recycler, ça existe depuis que l'humanité existe en fait. Dans l'Antiquité, déjà, on fondait les métaux qui avaient été utilisés pour reforger de nouveaux outils, des armes, etc. Par après, le papier a été recyclé aussi et principalement les tissus ont été réutilisés pour faire du nouveau papier. Donc ce n'est pas du tout une idée nouvelle, mais bien évidemment, la technique a évolué et on recycle de mieux en mieux avec une qualité du produit recyclé toujours plus grande. Alors aujourd'hui, en 2021, c'est quoi recycler en fait? Alors il y a deux types de filières pour recycler de nos jours. Il y a les déchets qu'on dépose devant la porte, devant chez soi. 70% de ces déchets sont recyclés ou revalorisés en fournissant de l'énergie. 30% de ces déchets, hélas, connaissent une filière qui n'est pas une filière de recyclage. Par contre, les déchets que vous déposez au Reciparc, et il y en a 58 en Belgique, sont recyclés à hauteur de 96%. C'est énorme. On est passé à la fin du cycle dernier de 50% des déchets déposés qui étaient recyclés à 96% pour l'année dernière. Je pense qu'il est toujours bon de rappeler aussi aux personnes qui nous regardent que recycler, ça vient dans la philosophie, on va dire, zéro déchet, toujours en dernier, qu'avant ça, on peut refuser, récupérer, réutiliser. Voilà. On peut tout à fait refuser de consommer un nouvel objet, on peut le réutiliser. C'est le cas par exemple d'un pneu. Les pneus de voiture ou de vélo que vous avez utilisés dans cette émission, en fin de vie, peuvent être réutilisés de diverses manières. Ils peuvent être utilisés comme des barrières, comme à Spa-Francorchamps par exemple pour la sécurité des pilotes. Ils peuvent être réutilisés par les agriculteurs pour des silos semi-enterrés. Ils peuvent être réutilisés dans des tas de nouvelles, pour leur donner de nouvelles vies. Mais peuvent être aussi recyclés. On en fait de la poudrette de caoutchouc qui se retrouve dans les pots de fleurs, dans tout un tas d'objets plastiques de notre quotidien et aussi dans les pistes d'athlétisme que l'on voit, les revêtements semi-durs des pistes ou des plaines de jeux de nos enfants. Alors, le scientifique que tu es n'aime pas les croyances, il faut les identifier, les contourner. Il y a une croyance, par exemple, c'est l'idée que ce qui est naturel est forcément bon. Alors, il faut faire très attention à cette croyance. C'est une croyance qu'on appelle en rhétorique l'appel à la nature. C'est-à-dire que ce qui est chimique est mauvais par essence et ce qui est naturel est bon par essence. C'est très dangereux de croire ça. Le manioc, par exemple, qui est tout à fait naturel et qu'on peut consommer, doit l'être, mais uniquement cuit. Si vous le consommez cru, il contient un dérivé de la cyanure qui se transforme dans le corps en cyanure et qui est un poison extrêmement dangereux. C'est le poison naturel le plus rapide sur Terre. Alors le cyanure, comment est-ce que ça agit? Ça se fixe en fait sur le fer de notre hémoglobine. C'est ce qui permet aux globules rouges de transporter l'oxygène dans le sang. Et donc ça empêche
votre sang d'être bien oxygéné, ça empêche le sang d'apporter de l'oxygène aux organes et vous avez tout un tas de problèmes respiratoires qui peuvent être causés par le cyanure qui vient du manioc, qui est tout à fait naturel. Les pommes de terre, plus proches de nous, lorsqu'elles sont vertes, contiennent aussi de la solananine, qui est un poison aussi, qui peut causer... Alors il faut une grande quantité de pommes de terre, plusieurs kilos de pommes de terre sur un jour pour causer la mort, ça n'arrive heureusement jamais, mais cela peut causer des troubles digestifs, voire musculaires. On arrive à la fin de cette émission. Moi, j'aurais voulu vous proposer quelque chose, c'est que chacun d'entre nous prenne un engagement par rapport justement à cette démarche zéro déchet. On commence par toi, Arnaud. Alors je dois bien avouer que je covoiture assez peu. Et je pense qu'un engagement qui permettrait de diminuer mon empreinte carbone, justement, serait d'essayer de m'inscrire sur des sites de covoiturage. Il en existe, ils sont très bien faits pour pouvoir augmenter mon covoiturage. Bah écoute, moi je rejoins complètement Arnaud. J'ai envie de faire un travail sur ma mobilité. C'est encore un poids sur lequel je peux faire de gros efforts. Je me cherche encore trop souvent des excuses par rapport à mes déplacements. Et voilà, c'est un gros poids. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais travailler. Moi, je dois vous avouer que je vais travailler sur les sachets. Parce que c'est quand même toujours une catastrophe. La bonne volonté y est, mais pas le réflexe. Et donc, je crois que là, je dois m'engager auprès des commerçants que je rencontre régulièrement pour être beaucoup plus discipliné. Ils m'entendent, voilà. Mais ça ne concerne pas que nous trois. Et vous, justement, ce serait quoi votre engagement ?